Ce rapport au prix de l'énergie a induit les comportements suivants. Les industriels français ont basé leur stratégie dans un contexte de coût de l'énergie pour le bâtiment ayant un faible impact économique. Il a été évident pour eux d'investir sur des produits innovants reposant essentiellement sur le rapport coût de fabrication et prix de vente afin de les rentabiliser au maximum. La performance énergétique de ces produits n'a pas été le facteur principal de conception. Il en va de même d'ailleurs sur l'impact sanitaire et écologique de ces produits sur l'environnement. Pour les industriels, on peut donc qualifier cette position d'opportunisme économique. Les organismes de contrôle et de certification ont suivi le pas sans se poser véritablement les bonnes questions. Volontairement ou par ignorance, la question reste posée. Là où dans d'autres pays, les groupements d'assurance, les organismes de contrôle, les concepteurs et les collectivités s'unissent pour mettre en place des règles communes de performance dans le bâtiment, en France, l'organisation étatique est centralisée même de ces structures ayant la puissance suprême de la certification, donc de la mise sur le marché, révèle les limites du système. Entre lobbying industriel et impartialité, est-ce que le principe d'organisation de la certification des produits en France par ces structures n'est-elle pas à remettre en question dans un esprit de réelle indépendance? Les entreprises du bâtiment, les écoles de formation, les grandes écoles d'architecture et d'ingénierie ont fait de même. Hormis certaines expériences mais trop isolées pour être entendues, la conception architecturale française n'a pas ou peu été leader sur ces notions pourtant d'actualité depuis la première crise pétrolière. Nous avons fait preuve d'un réel attentisme sur ce sujet. Mais il ne faut pas oublier les maîtres d'ouvrage. Bien qu'ils se cachent derrière leurs petits doigts en prétextant qu'ils ne font qu'appliquer la réglementation, cette posture bien avantageuse laisse transparaître une philosophie basée sur l'indifférence. Quand les promoteurs privés ne parlent que de retour sur investissement, les maîtres d'ouvrage publics, eux, n'ont pris conscience du problème que par la pression réglementaire progressive de l'État au travers de l'Europe. Donc, le bâtiment en France a pendant une trentaine d'années conçu, construit, isolé des bâtiments qui sont de véritables passoires thermiques. Mais qu'ont fait alors les gouvernements ? Les gouvernements successifs, eux, se sont transmis la patate chaude jusqu'en 2003. Les Européens avaient rarement eu aussi chaud que l'été dernier. Ce sentiment est désormais scientifiquement confirmé par l'Organisation météorologique mondiale. Celle-ci vient de classer 2003 comme la troisième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1951. En prenant la moyenne des températures de 185 pays du globe, les météorologues en sont arrivés à ce chiffre. Il fait aujourd'hui presque un demi-degré de plus qu'entre 1961 et 1990. La chaleur qui tue, c'était il y a un an, avec quelques 15 000 morts. C'est la France qui a connu le bilan le plus lourd en Europe. Un an plus tard, des zones d'ombre subsistent, notamment le rôle de la préfecture de police de Paris. Didier Brignan, Éric Genet. La canicule a tué l'été dernier 15 000 personnes. 40% d'entre elles sont décédées chez elles ou sur la voie publique. Ces chiffres ont été révélés bien plus tard. Les pompiers prennent l'initiative de comptabiliser les décès qu'ils constatent. Ce sont ces documents détaillés département par département, tranches d'âge et causes. Des informations aussitôt transmises à la préfecture de police qui ne les communique à personne. Consigne est donnée de ne pas diffuser de messages alarmistes et de ne pas donner le nombre de morts. Plutôt d'orienter vers des conseils et donc de s'orienter vers un message rassurant au public. Je n'oublie naturellement pas l'épreuve si douloureuse de la canicule. Le formidable dévouement de toutes celles et de tous ceux qui se sont mobilisés, mais aussi les défaillances de nos systèmes de prévention et d'alerte qui ont conduit le gouvernement à engager les réformes indispensables. Le Grenelle de l'environnement s'est achevé ce soir, à l'exception d'un atelier qui continuera demain matin. Il revenait, c'était prévu, à Nicolas Sarkozy de trancher les points les plus sensibles. Tous les grands projets publics, toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût en carbone. Très clairement, un projet dont le coût environnemental est trop lourd sera refusé.
Du moment où la conscience populaire, au travers des médias, se met en marche, le politique doit impérativement prendre position s'il veut continuer d'exister. La réponse tardive a été le Jean-Louis Grenelle de Borloo, bonsoir, l'environnement. merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce Grenelle, c'est un succès total, selon vous? Je crois que c'est un changement historique dans la méthode, parce que autour de la table, sur des sujets difficiles, il y avait les ONG, les syndicats, les entreprises, les collectivités locales, le Parlement et l'État. Bon. Les experts. Et chacun avec un certain nombre d'experts. Des groupes de travail qui ont travaillé pendant 4 mois, je peux dire quasiment jour et nuit. Et tous les grands sujets ont été abordés et on a changé de stratégie. On transporte sur l'habitat, un énorme chantier thermique, parce qu'on a des passoires énergétiques. Vous payez du chauffage et de l'électricité, et vos téléspectateurs aussi, de manière absolument folle. Donc il va y avoir des énormes économies d'énergie qui seront financées, ces travaux, sur les économies d'énergie, pas plus. Donc, Par exemple, sur le logement, Jean-Louis Borloo, la mise en conformité, entre guillemets, des logements résidentiels avec les exigences liées au réchauffement climatique coûterait 600 milliards d'euros, d'après une estimation. Si on faisait... Est-ce que ce coût doit peser uniquement sur les ménages? Mais non, bien sûr que non. Eh bien, pour les particuliers qui le souhaiteront, s'ils veulent faire des économies d'énergie, ils auront droit à un prêt bonifié déductible et le remboursement sera inférieur aux travaux, au remboursement inférieur à ce qu'ils payent, enfin à l'amélioration de leur coût énergétique. Excusez-moi, tellement épuisé au bout de 4 mois et de quelques lieux de négociation, je suis épuisé mais heureux.